La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 5 juin 2024 et on se retrouve pour ce point de marché Zone Bourse qui s'appelle ce matin « Les marchés restent à l'horizontale ». À la veille d'une probable baisse de taux de la BCE et à l'avant-veille d'une statistique mensuelle sur l'emploi aux États-Unis qui est très attendue, les marchés actions sont toujours déboussolés à haut niveau mais déboussolés quand même. Les catalyseurs évidents ont du mal à produire des effets depuis quelques jours comme nous allons le voir juste après. Les marchés actions continuent donc à évoluer comme si quelqu'un leur avait supprimé le sens de l'orientation. D'ailleurs en Europe hier, le CAC 40 français et le DAX allemand ont pris une bonne gifle pendant que le placide SMI suisse terminait en hausse de 2 points. La baisse de l'industrie et des valeurs financières a sabré les grands indices allemands et français. Paris a de surcroît été pénalisé par le gros décrochage de Total Energy. Le groupe a mal digéré le plongeon des cours pétroliers qui s'est installé depuis le début de la semaine. Du côté de Zurich et comme souvent, le trio défensif Roche, Nestlé, Novartis a largement amorti le choc. Le revers de la médaille, c'est que le SMI reste scotché dans les starting blocks en cas de rebond du marché. Mais en tout cas, quand ça baisse généralement moins en Suisse. Ces évolutions européennes disparates ont précédé une séance légèrement haussière aux États-Unis où l'on n'arrive quand même plus tellement à se satisfaire du renforcement du scénario favorable au retour d'une politique monétaire plus souple. D'ailleurs, comme lors de la séance de lundi, les signaux de ralentissement de l'économie américaine se sont renforcés et comme lundi, la réaction des actions a été assez timide. Le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P 500 ont quand même progressé de 0,1 à 0,4% et encore, il a fallu un sursaut de fin de parcours pour ramener tout le monde dans le vert, ça s'était déjà passé comme ça lundi. Pourtant, l'enquête Jolts sur l'emploi en avril a confirmé que la surchauffe du marché du travail s'évapore outre-Atlantique avec une forte baisse du nombre d'offres d'emploi par rapport au mois précédent. Mais bon, les actions ont peu réagi à la nouvelle qui les aurait probablement électrisées 10 jours avant. Les obligations, elles, ont de nouveau réagi normalement, elles ont bondi à la perspective de voir les taux d'intérêt américains baisser. Le rendement de la dette américaine à 10 ans a d'ailleurs perdu du terrain pour revenir au plus bas depuis le début du mois d'avril. Ce qui est sûr, c'est que sur les marchés actions, les gagnants continuent à tout emporter. L'intelligence artificielle, les valeurs fétiches des investisseurs et le Bitcoin s'en donnent à cœur joie. C'est assez déstabilisant pour les acteurs du monde de la finance traditionnelle qui prônent la diversification, la prudence et toutes sortes de règles bienveillantes et pas très funky inscrites dans les tables de la loi boursière depuis la nuit des temps. Numéro 1, mon fils de 19 ans, 2 passages chez ses parents entre 2 sessions de partiel ou 2 soirées je ne sais pas trop, a posé une foutue bonne question hier soir. Pourquoi appliquer toutes sortes de théories à l'investissement alors qu'il suffit de miser sur ce qui marche en appuyant sur un bouton sur une appli pour gagner de l'argent? Sauter dans le train Nvidia, goûter aux actions même quand ça buzz et les fuir quand ça retombe ou prendre du Bitcoin quand ça redescend à 60 000 et le revendre quand ça tend vers 70 000. Alors évidemment ça reste plus dangereux que d'acheter une action Air Liquide et des produits à risque 1 sur 7 chez les gestionnaires d'actifs, mais c'est quand même moins aléatoire que d'acheter un bingo et ça envoie moins l'argent par les fenêtres que de parier sur BetClick. Évidemment, j'ai plein de réponses en stock pour contrer ce jeune décérébré, mais elles sont toutes assez barbantes. Gestion du risque, pas tous les œufs dans le même panier, horizon d'investissement, traitement fiscal, intérêt composé, réaction rationnelle, tout ça. Mais bon, rien qui pourrait convaincre une personne de 19 ans, surtout quand il constate que la haute finance de Wall Street prône la prudence en façade mais achète frénétiquement l'IA et les actifs à risque. Mon argument massu, c'est celui de Warren Buffett, qui n'est plus de première fraîcheur. L'argument, pas Warren, quoique. L'argument donc, c'est que quand la mer se retire, on voit ceux qui se baignent à poil ou quelque chose comme ça. Alors après avoir chassé l'image d'un Warren triomphant en slip de bain au milieu de gens tout nus, je peux vous dire que ça signifie qu'en cas de crise ou de pépin majeur, ceux qui ont pris trop de risques se font dessouder. Le truc, c'est que la dernière fois que ça s'est vraiment passé comme ça date de 16 ans et ça commence à faire long. Les 2 dernières grosses frayeurs du marché, c'est-à-dire le Covid en 2019 et la hausse des taux en 2022 ont été douloureuses, mais tellement courtes et suivies d'un rebond si rapide qu'elles n'ont pas vraiment eu d'effet pédagogique suffisant, en tout cas pas sur mon fils. J'espère quand même que numéro 1 est allé jouer à League of Legends après cette discussion au lieu d'acheter des actions GameStop sur les conseils d'un gars avec la coiffure et le serre-tête de Björn Borg en version rouge. Dans le reste de l'actualité qui ne concerne pas mon fils, le triomphe indien de Modi a pris du plomb dans l'aile, car contrairement aux indications initiales, le Premier ministre sortant va devoir composer avec des alliés pour avoir la majorité au Parlement. Ça a contrarié la bourse de Bombay hier avec une chute exceptionnelle de 5,7% pour l'indice Sensex. D'ailleurs, j'ai lu ce matin, je ne sais plus où, que les titres cotés du conglomérat Adani ont perdu hier 45 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui a réduit en une journée la fortune de la famille Adani, proche de Modi, de 25 milliards de dollars. Le Sensex reprend quand même 1% ce matin, car le Premier ministre pourra probablement gouverner avec une certaine marge de manœuvre, mais pas avec toute latitude.
Si on reste en Asie, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles l'UE imposerait des droits de douane aux véhicules électriques chinois dès le 4 juillet. Une annonce pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Les bruits de couloir parlent d'un relèvement de la surtaxe à 50% contre 10% actuellement. Un pourcentage intermédiaire pourrait être un signal d'ouverture envoyé par Bruxelles à Pékin selon de bons connaisseurs du dossier. Les voies du langage diplomatique sont décidément impénétrables. Aujourd'hui, les investisseurs vont prendre connaissance des indicateurs PMI des services de mai pour les grandes économies dans leur seconde lecture. Aux États-Unis, ils auront aussi droit à l'indice ISM des services. J'en ai parlé hier, mais les PMI et les ISM mesurent à peu près la même chose, ce qui ne les empêche pas d'avoir divergé sur le volet manufacturier. Wall Street donne généralement davantage de poids à l'ISM par rapport au PMI. On aura aussi droit à un nouvel indicateur de l'emploi américain, le rapport ADP, qui sera publié à 14h15. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le Japon fait grise mine, on perd 1% sur le Nikkei 225. La Chine ne sait pas trop sur quel pied danser, entre Hong Kong qui progresse légèrement et Shanghai qui recule modérément. Ça monte en Corée du Sud et en Inde de plus de 1%, et en Australie on gagne 0,3%. Les indicateurs avancés européens sont dans le vert autour de 8 heures. Du côté de l'actu des sociétés en France, Stellantis prévoit que les usines italiennes tourneront un plein régime en 2030. Orange signe un partenariat avec Silknet en Géorgie. L'AMF a validé le projet de réorganisation du capital de Sopra Steria et de son ancienne filiale Axway. Catherine Pour prend la présidence de Beneteau. Waga Energy signe un accord de production de biométhane au Texas. Xilam se présente au Festival d'Annecy avec une programmation riche et diversifiée. Et Selectis obtient la désignation de médicament orphelin pour l'un de ses produits cartés. Aux Immuno et le centre hospitalier universitaire de Nantes présentent une analyse positive dans un essai de phase 1-2. CrossJect a levé 7,6 millions d'euros net après son augmentation de capital à 1,848 € par action, et PrediLife veut émettre de nouvelles Océanes pour 2 millions d'euros à 8,5% de rémunération. Du côté de Neovax et de Vernier, on a tiré sur des instruments dilutifs. Enfin, parmi les résultats annoncés, on a ABO en France aujourd'hui. Du côté de l'international, en Europe, Inditex, le propriétaire de Zara, a annoncé un ralentissement de la croissance de ses ventes trimestrielles à plus 7%, mais ça a l'air en ligne avec les attentes. BBVA a demandé le feu vert de la BCE pour son offre hostile sur Sabadell. Un juge a réduit à 400 millions de dollars le verdict initial de 2,25 milliards de dollars rendu contre Bayer dans un dossier Roundup. Et Equinor a signé un contrat d'achat d'électricité avec New York pour son projet éolien en mer. S&P a relevé la perspective de la note crédit d'UBS de stable à négatif. Metalzug et Mill obtiennent le feu vert pour leur coentreprise. Avolta a initié une coopération avec la fintech Utu et Swisscom s'apprête à vendre sa part de 4,5% dans FiberCop. Côté agenda des publiés en Europe, Inditex donc Vocht, Alpine et Nordnet. Du côté des Amériques, HP Enterprise flambe de 15% hors séance après son T3 fiscal. Intel a levé 11 milliards de dollars en faisant entrer Apollo à hauteur de 49% du capital de son site irlandais. Et BlackRock, un groupe soutenu par Citadel, lance une nouvelle bourse nationale au Texas selon le Wall Street Journal. Tesla devrait dépenser entre 3 et 4 milliards de dollars en matériel Nvidia cette année. Ford a lancé un nouveau modèle électrique pour rattraper son retard en Europe. Et First Solar et Qcells sont les fournisseurs de panneaux écologiques préférés du gouvernement américain. Côté agenda des publis en Amérique du Nord, Costco Wholesale, Lululemon, Dollar Tree, Brown-Forman ou encore Campbell Soup aujourd'hui. En Asie-Pacifique, Elliott prend une participation de 2 milliards de dollars dans SoftBank et milite pour des rachats d'actions à hauteur de 15 milliards de dollars selon le Financial Times. Des sources affirment que des fabricants de puces chinois d'IA revoient leur conception à la baisse pour s'assurer la production chez TSMC et contourner les sanctions américaines. Enfin, Scorpion Capital annonce une position de vente à découvert sur Lasertec. C'est terminé pour notre point de marché du jour, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.